J'ai pas de smartphone dans ma vie privée, j'utilise ça comme téléphone et ça me convient très bien. Au travail, on m'a donné un smartphone, mais en fait ça m'emmerde, j'ai pas envie d'avoir de smartphone. Donc j'essaie de comprendre aussi comment je peux passer le message à des collègues qui sont peut-être pas sensibilisés sur ces questions-là, mais on peut très bien s'en passer. Internet, ça démarre avant 89, ça démarre dans les années 70, ça c'est l'infrastructure technique, on commence à relier des ordinateurs entre eux. 89, c'est la date de naissance du web, c'est-à-dire en gros du navigateur qui nous permet d'avoir accès à des contenus qui sont hébergés à une adresse, le http://, et ça c'est inventé par un monsieur qui s'appelle Tim Berners-Lee. Et 2 ans plus tard, en 91, il décide de mettre son invention dans le domaine public. Il aurait pu dire je prends tout ça, je vais gagner des sous, je dépose des brevets. Il aurait pu devenir multimillionnaire et il fait cadeau de ça à l'ensemble de l'humanité. Et il dit voilà, faites-en ce que vous voulez avec. Donc toutes les technologies en fait qui permettent aujourd'hui de naviguer, de produire, de créer des contenus sur le web sont des technologies qui appartiennent au domaine public. Le langage HTML par exemple, que Tim Berners-Lee a contribué à inventer, fait partie aussi de ce cadeau-là. L'opportunité d'avoir un réseau qui soit universel et qu'il y ait un accès à la connaissance qui soit le même pour tout le monde, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, et peu importe où on se situe dans le monde. Ce qui est assez intéressant sur l'utilisation de l'Internet, c'est que au quotidien, on cherche une information, on l'a à disposition. Après, il faut la traiter, il faut faire un certain nombre de choses. Mais on a à disposition une information qui est mondiale, qui est utilisable partout. Il faut imaginer une sorte de masse de savoir, on va dire. C'est presque un peu réducteur parce que c'est plus que juste une masse de savoir Internet. Mais l'idée que tout le monde, peu importe son endroit où il se situe dans le monde, peu importe sa couleur de peau, sa nationalité, peu importe qui c'est, ait accès absolument à la même chose. Du coup, à partir de là, le web va se développer, on va voir apparaître un certain nombre d'outils qui vont démocratiser aussi la possibilité pour les gens de publier de plus en plus facilement des informations. Donc il va y avoir au début, pendant 10 ans, on va dire, un effet d'ouverture. On va voir des gens arriver de plus en plus nombreux, avec de plus en plus de facilité à publier. Avoir la possibilité d'un socle commun de choses qu'on peut consulter pour débattre, discuter, être en désaccord. On peut être en désaccord, c'est bien, mais on peut l'être de façon, on va dire, apaisée. Et ben Internet, c'est cette opportunité-là, c'est qu'on puisse tous avoir accès à la même chose. Bon, il faut voir maintenant que tout fonctionne autour d'Internet, donc tout passe par les réseaux, que ce soit les communications du quotidien, la téléphonie. On est en voie dans les années à venir de ne plus avoir de téléphonie câblée standard. Donc on va passer toute la téléphonie par Internet, on passe toute la vidéo, toute la communication par Internet. Les objets connectés passent par des réseaux qui passent par Internet. Donc il faut voir que Internet, c'est un réseau qui est mondial. Il y a plein d'acteurs sur Internet qui font les choses très bien, qui respectent, qui sont utiles, qui sont là pour la connaissance, qui respectent les données personnelles, qui respectent la neutralité du net, ce genre de choses. Donc il y a un potentiel qui est génial et il y a des acteurs qui sont déjà là pour essayer de faire respecter ce qu'Internet à la base a été conçu pour, c'est-à-dire que c'est un réseau d'échange, un réseau physique vraiment d'échange entre des ordinateurs et évidemment derrière les ordinateurs, derrière les machines, il y a des humains. Il va y avoir l'émergence progressivement d'écosystèmes qui sont de plus en plus fermés et contraires aux principes qui étaient les principes d'ouverture du web. Et ça, Tim Berners-Lee, encore lui, il appelle ça les jardins fermés. Et il dit, très vite, il tire la sonnette d'alarme, et il dit en gros, un petit peu avant l'arrivée de Facebook, il dit attention, on est en train de créer des poches sur le web qui sont plus des espaces publics, mais qui sont des espaces privés, privatifs, qui imposent un certain nombre de règles aux utilisateurs et qui vont à rebours
de ce qu'est l'esprit de l'outil que moi j'ai inventé, que moi j'ai créé. Moi j'ai créé un outil un outil d'émancipation, un outil qui permet à chacun d'accéder à des prises de parole. Malheureusement, les comportements aujourd'hui humains, on observe plutôt l'opposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, je suis pas sûr du terme en français, en anglais c'est echo chamber, c'est la chambre d'écho en quelque sorte. L'humain malheureusement a tendance à se conforter en accédant beaucoup à ce qui lui ressemble, au contenu qui ressemble déjà à ce qu'il pense, en suivant les gens sur internet, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui postent des choses avec lesquelles il ou elle est déjà en accord. Et là, on se retrouve dans des plateformes qui sont donc, où il faut s'inscrire, où on signe un petit machin qu'on appelle des CGU qu'on ne lit pas parce que c'est trop compliqué, mais qui concrètement vont nous amener presque essentiellement de la contrainte. Ça fait pas longtemps qu'Internet est développé à ce point et du coup c'est un peu la jungle et on n'y comprend pas grand chose. La grande évolution du web entre 1989 et aujourd'hui, en 30 ans, c'est le passage d'un outil d'émancipation établi sur des principes de transparence et d'ouverture à des plateformes, j'allais dire carcérales, c'est peut-être pas non plus exagéré, mais en tout cas dans lesquelles on est enfermé et qui nous imposent un certain nombre de règles qui sont des règles discrétionnaires et arbitraires. C'est-à-dire que personne n'est en capacité de négocier les CGU de Facebook si ça ne nous plaît pas. Si on y va, on accepte la totalité des règles. Et ça pose un souci. Tant qu'il y avait 10, 20 millions d'utilisateurs sur Facebook, pourquoi pas ? Tant qu'il y avait Facebook ou d'autres plateformes d'ailleurs, tant qu'il y avait une concurrence possible, tant qu'on n'avait pas d'architecture centralisée, mais tant qu'on restait sur des logiques de décentralisation, tout allait bien. Mais à partir du moment où il y a 200 millions et aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs à l'intérieur de Facebook, à partir du moment où il n'y a plus techniquement de plan B, c'est-à-dire qu'on a le droit de trouver que Facebook est un mauvais outil, mais on n'a pas d'alternative, on ne peut pas aller sur un réseau social équivalent. Et il y a malheureusement les entreprises comme Facebook, comme Twitter, qui font de l'analyse comportementale et qui renforcent encore plus ce biais-là. C'est-à-dire qu'ils enferment, ils encouragent l'enfermement dans les bulles. Donc malheureusement, aujourd'hui, il y a une grosse utilisation d'Internet qui conduit à une fragmentation plus forte de la société plutôt qu'à une ouverture plus prononcée. Donc il y a ce qu'on pourrait faire, mais l'utilisation aujourd'hui, c'est une utilisation qui est encore pas très intelligente, on va dire. Je pense que l'humain n'a pas encore bien... On ne se sert pas d'Internet de façon intelligente encore aujourd'hui. C'est un peu la difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est que Internet, c'est pas Facebook. Et ça, du coup, c'est un vrai danger avec l'autre mutation qui est qu'aujourd'hui, on se connecte principalement avec ce genre de machin-là. Et sur ce genre de machin, qui rend plein de services, il y a essentiellement des applications. Et dans ces applications, là aussi, c'est une forme de contrainte. C'est-à-dire on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas aller où on veut, et il y a de moins en moins de gens qui naviguent aujourd'hui réellement sur le web en utilisant des navigateurs. Il y a de plus en plus de gens, d'internautes, dont la seule expérience du web se résume à ce que Facebook veut bien leur en montrer dans le cadre de l'application Facebook installée sur leur téléphone plus ou moins propriétaire lui-même. Donc c'est pas que les réseaux sociaux sont un vecteur de l'internet, mais après on a toute la documentation, on a tous les sites, on a un certain nombre de choses qui font que on a un réseau mondial qui est à notre disposition au quotidien. Et assez simplement, maintenant avec les téléphones, on a quand même ça en accès direct dans la poche, quoi. Pour moi personnellement au départ, je viens d'une formation plutôt technique, je suis développeur, et donc moi c'était vraiment l'aspect technique qui m'intéressait. C'est-à-dire je viens, ça me disait ça a l'air chouette Internet, mais comment est-ce que ça marche, comment est-ce que je peux le faire, etc. Et c'est en rencontrant en fait les gens qui étaient déjà à fait maison, et c'est comme ça que je me suis politisé. Donc je me suis radicalisé sur Internet finalement. On va dire que dans la communauté au sens large sur Internet, les gens me connaissent
principalement pour le militantisme que j'ai fait pour les libertés numériques. Donc le respect de la vie privée en ligne, le droit à la libre expression et tout ce qui va avec, donc leur implémentation, on va dire, technique, mettre en place tous les outils techniques pour essayer de garantir ces droits-là. Si j'ai beaucoup appris en fait sur l'aspect technique, la partie où j'ai le plus appris, ça a été la partie humain et la partie aussi politique et militantisme. Parce qu'on est aussi ici dans un lieu, Fait Maison se réunit ici dans un lieu où il y a beaucoup d'autres assos militantes qui se réunissent. Donc il y a un vrai brassage et donc c'est un peu comme ça que je me suis politisé. Ensuite, il y a eu donc mon engagement dans les fournisseurs d'accès Internet associatifs. Donc à Nantes, c'est Fait Maison, FAI Maison. Fait Maison, maintenant, ça va avoir 6-7 ans, je pense, de mémoire. Ça a commencé avec ce qui s'appelait l'opération essaimage de FDN. Donc FDN, c'est un autre fournisseur d'accès Internet associatif qui est très vieux. C'est le plus vieux fournisseur d'accès Internet qui existe encore sous son nom. Parce que tous les autres ont soit été rachetés, soit ont changé de nom. C'est un projet qui est dans la région nantaise et dont le but, c'est de fournir de l'accès Internet aux gens qui soient respectueux de leurs droits, qui soient locaux, où ils peuvent rencontrer, poser des questions, apprendre à le faire par eux-mêmes, pour aussi mieux défendre leurs droits. C'est-à-dire que quand on sait comment ça fonctionne, on est capable de voir s'il y a des atteintes qui sont faites à nos droits fondamentaux, et donc de se défendre, de se protéger, etc. Il y a le président de l'époque, Benjamin Bayard, qui a fait tout un tas de conférences pour expliquer que faire un fournisseur d'accès Internet, c'était important et que c'était pas compliqué. Et donc en fait c'est un peu comme ça, il y a des gens à Nantes qui ont vu ces conférences et qui se sont dit bah ça a pas l'air compliqué, pourquoi est-ce qu'on n'essaiera pas? Et ça a vraiment débuté comme ça. Fait Maison, localement, on fait beaucoup de choses. Notre objectif, c'est simplement d'aider au niveau de l'utilisation d'Internet, d'aider le citoyen à s'émanciper, donc à contrôler, maîtriser son utilisation d'Internet, à pouvoir s'assurer que sa vie privée est respectée, que son droit à la libre information, la libre expression sont aussi respectés, qu'il n'y ait pas en fait des choses cachées faites par son fournisseur d'accès à Internet. La neutralité du net, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça part d'un constat qui est que l'intermédiaire technique qu'est le fournisseur d'accès à Internet, il a un très gros pouvoir sur nos communications, sur les télécommunications. Il est capable d'observer ce qu'on fait, et il est capable de les modifier. Donc c'est un peu comme le facteur. Si on ne fait pas confiance dans le facteur, on a un vrai problème. On ne peut pas communiquer via la poste. Donc un moyen de faire ça, c'est d'être soi-même facteur, donc de devenir fournisseur d'accès Internet. Et la neutralité du net, c'est de dire le fournisseur d'accès Internet n'a pas le droit de regarder ni de modifier ce qui se passe. Comment on fait ça? On a plusieurs activités. On fournit de l'Internet, du coup, qu'on monte physiquement entre nous, entre membres de l'association. Donc on peut regarder comment ça fonctionne, on peut s'assurer qu'il n'y a pas d'espionnage, par exemple. On pense Internet, on se dit bah forcément c'est technique. Donc il y a de la technique à faire, ça peut être de la maintenance, ça peut être faire évoluer le réseau, rajouter des nouvelles machines, les configurer, installer des nouveaux logiciels, les configurer, les prendre en main. On essaie de se former tant bien que mal, former les uns les autres, faire du partage de connaissances tant qu'on peut pour s'émanciper, pour être capable de comprendre s'il y a un problème. Parce que faire soi-même, c'est gratifiant, c'est valorisant et puis c'est intéressant. Mais on fait aussi beaucoup de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de membres de Fait Maison qui n'ont pas un accès Internet chez Fait Maison, mais qui vont être actifs sur tout un tas de sujets de sensibilisation. Il y a les cafés vie privée. Fait Maison co-organise, on va dire, des cafés vie privée à Nantes. Donc ça va vraiment être des temps ouverts au grand public, à toutes et à tous, pour venir apprendre comment est-ce qu'on protège son intimité numérique. Il y a aussi des campagnes auprès des députés, des eurodéputés pour lutter sur certains textes, essayer de faire passer certains textes qui soient bénéfiques ou lutter contre ceux qui sont néfastes pour les droits fondamentaux sur Internet. Donc on fait tout un tas de choses. Vraiment l'idée de base derrière c'est l'accès à Internet, il doit simplement être universel, c'est-à-dire sans aucune censure. On doit pouvoir accéder à tout le réseau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Internet devrait être un endroit universel, on devrait avoir tous le même, on devrait avoir tous la même chose, peu importe où on est dans le monde. De ce fait, l'opérateur qu'on utilise ne doit rien censurer, ne doit rien bloquer, ne doit rien décider à la place de l'utilisateur. Ça peut être des opérations
un peu plus d'administration, c'est-à-dire bah voilà, là il y a une nouvelle personne, il faut la raccorder, donc il faut faire un peu de configuration, il faut lui créer son abonnement VPN, il faut lui créer son abonnement ADSL. Peu importe qu'on soit immigré, français ou pas, un homme, une femme, qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas d'argent, qu'on habite en ville, qu'on habite à la campagne, en fait on peut prendre tous les critères qu'on veut. L'universalité, on va dire, de l'accès, c'est aussi eh bien, que toutes ces personnes-là, ils y aient accès, que le fait qu'on habite plus à la ville ou plus à la campagne ne soit pas un handicap en fait, pour avoir l'accès à cette infrastructure. Et puis si on est riche ou si on est pauvre aussi. On a des membres qui ont des services, du coup on a de l'argent à gérer. Donc bah, il y a aussi tout un travail de comptabilité. Une des choses très intéressantes qu'on fait, que je trouve qu'on fait à Fait Maison, c'est le prix libre. On fait de l'accès Internet à prix libre et donc on essaye de bâtir, c'est pas facile, hein, mais de bâtir un système de solidarité. C'est-à-dire que ceux qui ont plus d'argent, évidemment, payent un peu plus. Ceux qui ont moins d'argent, ils payent moins ou ils payent pas. Mais à la fin, ça fait des gens qui ont le réseau et on essaye de faire quelque chose qui s'équilibre. Puis derrière, il y a tout un tas de questions de gouvernance parce que si on veut s'assurer que l'infrastructure technique respecte bien les droits des gens, ça veut dire qu'en termes de gouvernance de l'association, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises collectivement, il faut que les gens aient envie de venir participer. Ouais, c'est un milieu qui est assez masculin, qui est assez technique, qui fait un peu peur. Enfin, on se dit, moi, je vais jamais rien y comprendre, je parle pas le même langage. Du coup, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps c'est comme, voilà, c'est comme pour la mécanique par exemple, il ne faut pas se dire que c'est pas notre portée, c'est juste une question d'éducation. On a beaucoup de travail à faire par exemple sur la représentation féminine dans l'association. C'est une association qui est principalement composée d'hommes qui sont hétérosexuels, qui sont blancs. Beaucoup sont informaticiens de formation. Pas tous, heureusement, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Déjà, il y a des affaires qui sont ressorties, qui ont fait beaucoup de bruit, on utilise de plus en plus le numérique au quotidien, qu'on a de plus en plus d'objets connectés, qu'on a de plus en plus d'objets intrusifs à la maison, que ce soit les téléconnectés, les enceintes intelligentes, etc. Et en plus, à l'avenir, avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui va venir, les voitures connectées et puis tout genre de choses, les gens se posent de plus en plus la question et je pense que c'est une bonne chose. Progressivement, effectivement, par rapport à cette intrusion des régies publicitaires dans nos vies et dans nos comportements connectés, on a essayé et la CNIL là-dessus, la Commission nationale informatique et liberté, donc il y a une CNIL en France, mais il y a des CNIL dans la plupart des pays d'Europe, donc elles bossent ensemble. Et elle bataille au quotidien avec les plateformes pour essayer de les convaincre de mettre en place des outils plus respectueux de notre vie privée. Les plateformes et les sites web aussi indépendants entre guillemets. Alors nous, notre solution, c'est de faire plein d'associations. Mais alors plein d'associations, plein de bénévoles, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, derrière, il y a des administrations, par exemple la CNIL, dont normalement c'est le rôle. Mais après, il y a les questions des moyens. C'est-à-dire que la CNIL a de moins en moins de moyens. Parce que ça reste quand même une empêcheuse de tourner en rond, donc on lui donne moins de moyens. Donc même si les textes sont là et doivent lui permettre d'agir, si elle a moins de moyens, si elle n'a pas les moyens techniques, et en moyens en personne, en argent, ça va être difficile de faire changer les choses. Sur un certain nombre de sites, j'ai pu en creusant aller dire que je ne voulais pas que telle et telle chose soit traquée. Sur d'autres sites, leur demander d'effacer, en lisant leur mail, en fait, je réponds que je veux qu'ils effacent toutes les données sur moi. J'essaye de faire des petites démarches comme ça. Ouais. Après, j'ai conscience que c'est très limité et que beaucoup de sites ne demandent pas du tout l'accord. Du coup, on a vu arriver effectivement depuis quelques années maintenant, quand vous arrivez sur un site, vous avez le petit bandeau qui vous dit ce site collecte des données sous forme ou installe des cookies. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous l'acceptez? Cliquez ici pour l'accepter. Donc on a mis des petites lumières clignotantes. Voilà. L'avantage, c'est que les gens parfois savent pas trop qu'est-ce que c'est que ce machin-là, ont quand même commencé à prendre conscience de ces logiques de collecte et
Et en même temps, ça ne résout pas le problème de la captation des données. Et par exemple, sur le smartphone donc, du travail, il y a aussi des applications que je n'utilise pas parce qu'ils demandent d'accepter des conditions, et notamment la géolocalisation, que je refuse, quoi. Donc ça peut aller aussi jusqu'à ne pas pouvoir accéder à des sites. Parce que on donne notre consentement de la même manière que quand on s'inscrit sur Facebook, on coche la case donc, des CGU, on donne notre consentement. Ce consentement-là, il n'est pas suffisant. Ce dont on a besoin, c'est d'un consentement préalable, explicite et éclairé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache à quoi précisément on consent, pendant combien de temps, pour quelles raisons, et par exemple avec qui. Il ne suffit pas de nous dire vos données vont être collectées, mais il faut nous dire avec qui elles vont être partagées, et surtout dans quelle intentionnalité, pour faire quoi. L'accord explicite, en fait, c'est le mot explicite qui était une clé vraiment dans ce texte, parce que l'accord explicite, concrètement, ça veut dire quand une page va s'afficher, pour vous demander votre accord, il faut que vous alliez cocher une case pour dire oui, je suis d'accord. C'est pas juste, il y a un truc qui s'affiche dans un coin, et même si vous ne le lisez pas et que vous fermez sur la croix, c'est bon quand même. Il y a quand même une action de l'utilisateur qui doit être faite. Si je peux accepter par exemple que mes données, je sais pas, de navigation soient collectées pour, pourquoi pas, être cédées à des sociétés commerciales qui sont des supermarchés ou des supermarchés par exemple. C'est pas du tout la même chose que accepter le fait que les mêmes données soient données à des supermarchés ou à des chaînes de supermarchés et à des partis politiques. Les entreprises qui font leur business sur la collecte des données personnelles, le RGPD désormais les contraint à demander un accord explicite de l'utilisateur avant de collecter les données. C'est un règlement européen, donc ça signifie que c'est un règlement européen, donc il est, comment dire, il est plus important que les lois nationales, par exemple. Si on veut répondre à l'échelle de la puissance de frappe de ces plateformes, il faut se placer au niveau européen. On a mis en place un règlement, alors ça s'appelle le RGPD, Règlement général pour la protection des données. Donc c'est un règlement européen contraignant, c'est-à-dire que tous les sites web et toutes les plateformes en Europe, avec leur siège social en Europe, parce qu'après il y a aussi des manières de tricher malheureusement comme pour l'optimisation et l'évasion fiscale, mais bref, ce règlement-là devrait être appliqué donc à l'échelle européenne et il obligera les sites et les plateformes à obtenir ce consentement explicite et éclairé des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on saura précisément à quoi on s'engage, pour combien de temps, quel type de données on va confier aux plateformes et pour en faire quoi. Donc en tant que citoyen de l'Union européenne, en fait, dès l'instant où une entreprise, où qu'elle soit dans le monde, dès l'instant où elle stocke et elle collecte des données sur moi, le RGPD me garantit un droit d'accès à ces données, me garantit le droit de savoir ce qu'il y a et me garantit certains droits, je crois, comme la suppression, etc. Donc il y a pas mal de choses assez intéressantes. Il y a aussi le fait que un service en ligne ne peut pas vous refuser l'accès sous prétexte qu'il y a des données que vous refusez de fournir, à moins que ces données soient absolument nécessaires, complètement indispensables au bon fonctionnement du service. Mais sinon, ils ont pas le droit de vous refuser l'inscription. Donc ça, c'est quand même très intéressant et ça va avoir plein d'implications. On ne mesure pas encore aujourd'hui l'implication qu'il va y avoir, que ce soit aux États-Unis ou en France. Un autre point en fait que permet le RGPD, règlement européen, c'est de permettre en fait à des associations d'aller attaquer en justice des entreprises pour non-conformité en fait de ce règlement. Et ça change aussi quelque chose. C'est maintenant en fait on n'a plus besoin d'avoir un utilisateur ou une utilisatrice qui est lésé, donc c'est-à-dire qui constate que le RGPD qui constate vraiment en fait que ces données par exemple ont été fuitées, n'ont pas bien été conservées. Ça permet d'aller directement attaquer les entreprises. Effectivement, le RGPD tout seul, il y a peu de chances qu'il suffise. Parce qu'on a tendance à cliquer OK, on ne fait pas forcément attention. Donc il va falloir, je pense qu'il va falloir en fait que des collectifs se montent et se motivent à écrire des courriers
et écrire des courriers à n'importe quelle entreprise qui stocke des données sur eux. Ça peut être le supermarché où on a une carte de fidélité. Ça peut être effectivement les boîtes américaines de réseaux sociaux, ça peut être une collectivité qui fait tourner un réseau sans fil, en fait pour peu à peu les forcer, les mettre face à leurs responsabilités. Le RGPD prévoit un mécanisme d'action de groupe qui est très intéressant, c'est-à-dire que les citoyens peuvent, s'ils suspectent une violation du règlement, ils vont pouvoir se regrouper en fait et faire une action ensemble contre une entreprise, une institution, etc. Et comme ça, on compense un petit peu la faiblesse, on va dire, de l'individu seul par rapport à l'énorme entreprise qui, elle, a des moyens de se défendre, a de l'argent, etc. C'est un peu un modèle américain, l'action de groupe à la base. Mais là, je pense que ça va permettre quand même peut-être de compenser certains déséquilibres. Et puis surtout, on aura, avec ce règlement, la garantie aussi de pouvoir récupérer à n'importe quel moment la totalité de nos données. Pour l'instant, sur Facebook, ils ont progressé, heureusement, de ce côté-là. Facebook a été créé en 2004, et ça doit faire, de mémoire, il faudra vérifier quand même, mais 5-6 ans qu'il est possible de récupérer ses données personnelles sur Facebook, enfin de récupérer ses données, ses photos, ses statuts, la liste de ses contacts, mais on ne récupère pas tout quand on récupère tout ça depuis Facebook. Et on le récupère dans des formes qui ne sont pas toujours réexploitables, qu'on ne peut pas toujours réutiliser si on avait envie de le faire sur un autre réseau, etc. etc. Donc le RGPD, ce règlement européen, il va permettre, normalement, de faciliter ces usages-là. Comme par exemple la ville de Nantes opère un réseau Wi-Fi en libre service, on va dire, gratuit, qui couvre certains espaces publics, où les gens peuvent se connecter librement quand ils se baladent, etc. Et ben, de ce fait, elle collecte en fait des données. Quelle est l'adresse MAC? L'adresse MAC, c'est une adresse qui identifie un appareil qui se connecte à un réseau sans fil. Donc ils collectent ça, ils vont éventuellement le stocker, et potentiellement, quand on fait ça, en fait, quand on regarde à quels endroits, à quelles bornes se connecte un appareil, on peut suivre les déplacements des appareils. Donc on peut commencer en fait à tracer les déplacements des gens. Et donc l'avantage, la bonne nouvelle du RGPD, c'est que ça les rend un petit peu plus, on va dire, responsables au niveau des données. Et on peut a priori avoir un accès, on peut refuser la collecte de certaines données si elles ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du service. L'autre versant, c'est que le RGPD a aussi été construit dans le but de faciliter la circulation des données. Donc ça reste un traité économique dont l'objectif est de faciliter l'échange de données entre entreprises. Donc ça met des cadres, mais son objectif premier reste celui-là. Donc c'est pas top. Tout ça, ça va demander à être précisé, on va voir comment ça va s'implémenter, comment ils vont ou pas s'y plier. Je pense qu'il y aura un effort à faire de la part de la société civile pour en fait forcer les gros acteurs, mais que ce soit des acteurs privés ou en fait publics, pour les forcer en fait à se plier au règlement sur la protection des données personnelles. Si une entreprise ne se conforme pas au RGPD, elle peut avoir une amende, et les amendes, les plafonds sont quand même assez importants, ça se situe en 3 ou 4% de chiffre d'affaires mondial, et ça c'est des trucs qui sont clairement faits pour des gros comme les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Parce que voilà, 3-4% du chiffre d'affaires de Google, ça représente quand même un paquet d'argent. Et ce qui est rigolo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, quand le RGPD était en train de se préparer, qu'on savait à quoi ça allait ressembler et qu'on avait une indication de la date à laquelle il allait être mis en place, il y a un an, donc Zuckerberg expliquait que c'était n'importe quoi, que ça allait rajouter un niveau de contrainte sur l'économie numérique, que ça allait brider l'innovation, etc., etc. Et aujourd'hui, au lendemain donc, du scandale Cambridge Analytica, Zuckerberg déclare dans la presse à qui veut l'entendre que le RGPD est une chose formidable, que bien sûr Facebook va s'en inspirer, que bien sûr Facebook va le mettre en place, qu'il va même essayer de l'étendre au niveau mondial, etc., etc. Donc, bon voilà, ça clairement c'est un effet de communication, hein, il faudra voir, parce que Zuckerberg nous a habitués à annoncer plein de choses et à jamais les mettre en place. Il y a un autre élément intéressant, c'est le fait que un individuel pourra être représenté par une organisation qui défend le droit à la vie privée.
C'est-à-dire que, bon, je vais prendre la quadrature comme exemple, je ne suis pas capable de dire si on est certain que la quadrature pourra le faire en France parce qu'il y a des détails juridiques à régler. Mais imaginons, la quadrature pourrait en fait représenter quelqu'un qui s'est estimé victime du fait du comportement d'une entreprise en termes de stockage et de collecte des données. La quadrature pourra représenter cette personne pour que cette personne évite de porter à elle toute seule le poids de la procédure. Et il est possible aussi que cette personne n'ait pas à donner forcément son identité en fait au niveau de la procédure. Donc il y a quand même des mécanismes de protection qui sont prévus, qui sont vraiment intéressants et qui méritent d'être essayés, d'être exploités. Je pense qu'on n'a pas encore commencé à exploiter le RGPD en fait. Dans la société civile, ça n'en est pas encore saisi. J'espère que ça va arriver. Voilà. Il y a du mieux, mais on est encore très loin d'avoir une situation idéale. En tout cas, c'est assez significatif de voir que quand même, face à la pression de l'opinion, face aussi à l'accumulation de scandales sur ce qui est fait de ces données, on a aujourd'hui un outil qui peut être amélioré, qui n'est peut-être pas suffisant, etc. Mais on a un outil réglementaire qui peut permettre effectivement de rentrer dans une nouvelle logique qui serait plus une logique vertueuse et qui permettrait effectivement de faciliter justement l'émergence aussi de nouveaux acteurs, mais dans un cadre qui serait globalement et par défaut respectueux un minimum en tout cas de notre vie privée. Sinon ça risque de rester un peu une loi un peu pieuse comme ça, où bon, elle existe mais on ne la fait pas respecter. Le fait que j'utilisais donc les logiciels libres depuis longtemps, je pense m'avait donné un peu déjà cette culture de liberté dans le contrôle de l'outil informatique. C'est-à-dire, je ne vais pas me laisser dicter ce que je peux faire avec ma machine ou avec mon réseau en fait. Un logiciel libre, c'est un logiciel comment dire, accessible à tous. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser chez soi, on peut l'utiliser en entreprise, dans une association, mais c'est aussi un logiciel pour lequel vous avez accès au code source, c'est-à-dire à la recette de fabrication du logiciel. Et c'est un logiciel qui peut être adaptable suivant les besoins, suivant l'utilisation, qui peut être traduit si vous avez des facultés en traduction. Vous pouvez corriger les bugs s'il y a des bugs dedans, ou même travailler carrément sur l'interface graphique, sur tout ce qu'on appelle UI, etc. Du logiciel. Donc c'est du logiciel accessible à tous, modifiable par tous, et qu'on peut utiliser un petit peu dans tous les domaines. Parce que c'est à moi en fait. Simplement, je fais ce que je veux. Je fais de mal à personne, a priori, en consultant certains sites, en bricolant mon ordinateur chez moi, etc. Donc il y a des limites, effectivement. Après, on peut parler je sais pas, de diffamation, de harcèlement, choses comme ça. On ne peut pas juste résumer à chacun fait ce qu'il veut, parce qu'on vit quand même en société. C'est un système d'exploitation. Donc c'est le logiciel qui fait l'intermédiaire entre les applications sur votre ordinateur et le matériel, donc qui reconnaît tout votre matériel, carte graphique, etc. Et donc Linux a un certain nombre d'années maintenant. Et à la base, c'est ce qu'on appelle un noyau. Donc c'est le cœur de fonctionnement du système d'exploitation, donc qui a été développé par Linus Torvald, donc qui est le développeur principal de Linux. Après, autour de lui, il y a un certain nombre d'autres développeurs dans la communauté. Et autour de ce noyau, ils ont créé un système d'exploitation complet qui fonctionne maintenant partout, c'est-à-dire dans le monde de l'embarqué, dans les voitures, dans la robotique, dans les sondes spatiales, sur les serveurs. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la plupart des serveurs qui gèrent le fonctionnement d'Internet tournent sous Linux. Dans les supercalculateurs, dans les plus gros calculateurs du monde, c'est que du Linux qui tourne principalement. Et puis, dans tous les environnements, je dirais le seul environnement qui est le plus délicat à adopter avec Linux, c'est le monde de la bureautique. Parce qu'il y a encore un domaine qui est le jeu vidéo, qui est encore beaucoup utilisé sur les PC de Monsieur Tout-le-Monde, qui n'est pas très adapté au monde de Linux. Je dirais maintenant, installer un Linux ou installer un Windows, ça s'installe aussi bien, ça fonctionne aussi bien. Et pour faire de la bureautique, pour faire de l'Internet, pour faire du quotidien, ça marche très bien dans les deux environnements, avec les logiciels dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a encore une petite, je pense, un pas à franchir pour les gens pour y passer.
C'est compliqué. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être dit, entre guillemets, un peu, il faut faire un effort, il suffit de s'y mettre. Non, non, c'est clairement compliqué. On croise des gens de tous les âges, qui parlent toutes les langues. Donc par exemple, une première barrière sur Internet, c'est la langue. On trouve beaucoup de contenu en anglais, évidemment, mais si on n'est pas anglophone, c'est pas facile forcément de s'adapter à certaines technologies. C'est comme à toutes ces choses, on se dit un jour faudra s'y mettre, faudra changer, et en même temps c'est difficile de tout changer d'un coup. Donc il y a déjà quelques années j'avais voulu passer au libre et finalement j'avais pas fait. Enfin, ça reste quelque chose où je me dis j'aimerais bien mieux comprendre comment ça marche, mieux me protéger. Le code aujourd'hui de certains logiciels, il est discriminatoire en fait. Donc c'est une barrière pour que les gens s'y mettent. Ensuite, on peut aller un tout petit peu plus haut. Donc pour préserver sa vie privée, il faut apprendre certains outils, il faut comprendre certains concepts. Et ça reste aujourd'hui difficile parce que déjà, il faut arriver à se servir d'un ordinateur en dehors même de tout concept de vie privée. Il faut réussir à comprendre ce qui se passe quand on clique, quand on tape au clavier. Il y a plein de gens, des personnes âgées qui n'ont aucune idée, qui ne comprennent pas. Il y a des phénomènes de légitimité aussi qui jouent, enfin, notamment auprès des filles ou auprès des personnes âgées, qui se disent dès le départ c'est pas pour moi et je vais rien comprendre, et qui se décrédibilisent, quoi. Et c'est important de se dire si, il n'y a pas de question bête. Donc la barrière, malheureusement, elle est tellement énorme, depuis l'étape de se servir des bases de l'ordinateur jusqu'à comprendre les enjeux de vie privée et comment ils s'implémentent sur une machine, que eh bien, il y a de la discrimination en termes de connaissances. Les GAFA, donc ce sont les grandes plateformes, Google, Apple, Facebook, Amazon, et souvent on ajoute le M aussi pour Microsoft, donc les GAFAM. Donc c'est une vision très américano-européenne, mais il faut savoir qu'en Chine, en Russie, ils ont aussi leurs GAFAM à eux, c'est-à-dire leurs immenses plateformes. Et du coup, au début, un moteur de recherche, effectivement, les premiers moteurs de recherche, ce sont des outils formidables parce que ce sont les seuls intermédiaires qui permettent à un citoyen, à un utilisateur, d'accéder à la richesse des contenus qui sont publiés sur le web. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on cherchait une page, un contenu, on était obligé de connaître son adresse, c'est-à-dire son nom, et en plus à l'époque les adresses étaient sous forme de numéros façon adresse IP, donc c'était excessivement compliqué. Et du coup, quand les premiers outils de recherche sont arrivés, au début c'était des annuaires de recherche, donc c'était classé par thématique. Quand on voulait des sites sur le cinéma, il y avait une rubrique cinéma. Dans la rubrique cinéma, il y avait des sites, il y avait une sous-rubrique nouvelle vague, et dans la rubrique nouvelle vague, il y avait parfois 5-10 adresses qui présentaient des infos sur les réalisateurs de la nouvelle vague. Donc ensuite arrivent les moteurs de recherche, et les moteurs de recherche, notamment Google, nous donnent accès à la multiplicité, à la richesse effectivement de ce qui est publié sur le web. Et puis progressivement, ces moteurs de recherche, comme tous les acteurs du web, ils ont besoin de se trouver un modèle économique. Ce modèle économique, ils vont le trouver avec la publicité, mais la publicité ciblée. Et le pari de Google, c'est pas lui qui a inventé ça, mais il a repris ça très vite et il l'a amélioré, c'est de dire il faut qu'un utilisateur il ne soit plus capable de distinguer ce qui est de la publicité et ce qui est du contenu ramené naturellement par le moteur de recherche. Donc il faut que la publicité elle soit contextuelle, et ça aujourd'hui ça paraît évident, mais à l'époque, on est au début des années 2000, c'est une vraie révolution, parce qu'on a quand on cherche des chaussures, on a de la publicité pour des voitures sous forme de bandeaux clignotants. Donc Google ramène sur le devant de la scène cette idée de publicité contextuelle. Dès que les moteurs de recherche, et Google en tête, basculent dans ce modèle de publicité contextuelle, ça marche, et ils trouvent leur modèle économique. Et à partir de là, il va y avoir un effet de pourrissement. C'est-à-dire que ça marche tellement bien que forcément, ils ont envie de gratter toujours un petit peu plus. Et pour gratter toujours un petit peu plus, comme déjà à l'époque, ils collectent pas mal de données sur nos comportements, nos navigations, comme ils ont l'historique de l'ensemble en gros de nos requêtes, en retraçant ça par rapport notamment à l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel on se connecte, ils se disent finalement on a tous les éléments qui nous permettent
de lui proposer des trucs avant même qu'il ne définisse une recherche précise. Et donc petit à petit, ils vont mettre en place des outils. Alors il y a un outil qui s'appelle Google Suggest. Donc vous commencez à taper, tout le monde a fait ça, hein, on commence à taper quelques lettres, et puis hop, tout de suite, Google nous affiche des suites possibles. Voilà, donc à l'échelle de la puissance de Google, petit à petit, parfois ça rend des services, hein, et parfois ça nous donne des idées ou ça correspond à ce qu'on souhaitait taper, et puis parfois ça nous amène sur complètement autre chose. La question c'est, est-ce que ce complètement autre chose, il est neutre et aléatoire, ou est-ce que il est là parce que derrière il y a un budget et un annonceur publicitaire. Et puis il y a pire, il pousse la logique encore plus loin, puisque en plus de cette fonctionnalité qui s'appelle Google Suggest, il développe une autre fonctionnalité qui s'appelle Google Instant Search, qui fait qu'il suffit de taper par exemple, je sais pas, 2 lettres, on a une requête complète qui s'affiche avec parfois plusieurs mots-clés, et instantanément on a aussi l'affichage des résultats que donnerait cette requête si on l'avait tapé. Donc concrètement, nous, on arrive sur Google et on commence à chercher, je sais pas, on a des enfants, ils ont un exposé à faire sur la Deuxième Guerre mondiale, on commence à taper deuxième. Et c'est tout. Et instantanément, Google nous affiche des requêtes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherchait au départ, et il nous affiche en même temps les résultats. Ça, on le sait depuis qu'on fait de la publicité ou depuis qu'on étudie les médias, cette manière-là de procéder, c'est redoutablement efficace quand on souhaite influencer les gens, quand on souhaite leur faire passer un message. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est si Google, ou si les gens qui pilotent ce moteur de recherche-là, décide demain de prendre position sur, je ne sais pas, des débats de société, sur l'avortement, sur la fin de vie, décide d'assumer, alors ils en ont déjà, mais décide de laisser transparaître dans leur moteur de recherche des opinions ou des options politiques. Les deux questions qui se posent, c'est est-ce qu'ils sont en capacité d'influencer un très grand nombre de personnes? La réponse est oui. Et la deuxième question, c'est est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on a les moyens de détecter le fait qu'ils vont essayer de biaiser un débat d'opinion, de société, politique, etc. Et la réponse à cette deuxième question, malheureusement, pour l'instant, c'est non. C'est-à-dire que s'ils le font, évidemment, de manière caricaturale, en mettant que des sites pro-Trump, par exemple, ça va se voir, mais évidemment, ils ne vont pas procéder comme ça. Et du coup, comme on ne sait plus à quel moment il est possible qu'ils aient décidé de manipuler l'opinion, et comme on sait qu'ils ont techniquement la possibilité de le faire, et comme on sait aussi derrière qu'il y a des logiques économiques qui vont pousser parfois à manipuler l'opinion, on commence effectivement à avoir un problème assez sérieux à l'échelle de nos démocraties, on va dire, pour faire simple. Donc l'algorithme de Google, au départ, qui est d'ailleurs rendu public, alors cet algorithme il a un nom, hein, parce que les informaticiens ils aiment bien donner des noms à leurs créatures, donc ils appellent ça le PageRank, et ils publient donc, les deux fondateurs de Google, en 1998, un article dans lequel ils expliquent comment fonctionne la base, leur recette de cuisine, l'algorithme de Google. Cet algorithme, donc tout le monde a accès à la formule. Et cet algorithme, il dit une chose simple, il dit pour calculer l'intérêt, la pertinence d'une page, on n'a même pas besoin de regarder le contenu finalement de cette page, il suffit de regarder les liens qui vont pointer vers cette page-là. Et plus il y a de liens vers une page identifiée, et plus ça veut dire que cette page est pertinente, parce qu'en mettant un lien vers elle, c'est comme si les gens lui donnaient un vote, finalement. Voilà. Donc la formule de base de Google, c'est ça. En 1998, aucun moteur de recherche ne faisait ça. Et quand Google lance son moteur de recherche, avec cette formule, ça marche, c'est-à-dire que ça donne des résultats nettement meilleurs que tous ceux des anciens moteurs de recherche avant. Donc à partir de là, tout le monde se met, puisque la formule est publique, à reprendre et à appliquer cette formule-là. Et puis là-dessus, parce que sinon, effectivement, tout le monde aurait recréé son Google, évidemment, Google va mettre en place des nouveaux éléments. C'est-à-dire qu'il va venir enrichir sa recette de cuisine et faire qu'on n'est plus sur de la tarte tatin, mais on est sur de la tarte tatin étoilée, servie chez Michel Saran, avec, voilà, avec des paramètres, des critères, des dosages, des tours de main que seul Google connaît. Alors, comment il améliore son algorithme? Il l'améliore effectivement en récupérant un certain nombre de données
des données de navigation, des historiques de recherche, en croisant ça avec tout son écosystème de services. Donc, si on est sur Google et qu'on a effectivement un compte Gmail, si on a visionné des vidéos sur YouTube qui appartiennent à Google, il va se servir de tous ces éléments-là pour essayer de produire une nouvelle sauce algorithmique. Et donc aujourd'hui, on estime que sur la formule de base du PageRank, formule initiale, il y a plus de 400 critères qui entrent en ligne de compte. Ces critères, ils permettent de dire, quand je tape changer de voiture sur le moteur de recherche Google, pourquoi ce site-là, il apparaît en premier. Les dernières affaires dont on a entendu parler à la télé, donc bon, entre Snowden, entre les problèmes de Facebook, et puis, etc., incite les gens à se poser la question. C'est déjà une bonne démarche, hein. C'est déjà une bonne démarche de se dire, bah voilà, je me pose la question sur comment mes données sont utilisées, pourquoi c'est gratuit. Bon, comme on dit souvent, hein, si c'est gratuit, hein, c'est vous le produit, donc à un moment donné, ces données sont traitées par des entreprises et sont revendues d'une façon ou d'une autre. Donc il faut le savoir. À partir du moment où on le sait, bah, on y fait attention. Il faut voir aussi que beaucoup de ces entreprises derrière sont des entreprises américaines, donc qui sont régies par la législation américaine. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut faire attention. On peut les utiliser, hein, ça n'empêche pas d'utiliser des Google, des Facebook, des Twitter, etc. Mais il faut savoir comment ces outils fonctionnent pour se dire, bah voilà, si je mets mes données ici, elles seront utilisées comme ça et je perds un petit peu de vie privée, quoi. L'idée en gros, c'est que une société, donc Cambridge Analytica, a mis en place, via la plateforme Facebook, un petit test de psychologie, les trucs qu'on remplit habituellement, qui nous arrive de remplir de temps en temps sur Facebook. On remplit 2-3 questions, on répond à 2-3 questions bateau, et ça nous donne une espèce de profil façon horoscope, voilà. Le truc, c'est que ce petit test psychologique là, il a été lancé dans la période de pré-campagne aux États-Unis avant l'élection de Trump, donc, et que pour remplir ce petit test, pour lequel d'ailleurs des utilisateurs ont été payés, on vous proposait d'être payé en échange de la réponse à ces quelques questions, vous avez signé, vous avez accepté que l'application du test s'installe sur votre téléphone et qu'elle récupère des données de votre compte Facebook. Voilà, en gros, ce qu'ont vu les utilisateurs, et en plus, on leur a dit, quand vous aurez répondu à ces 10 questions, vous toucherez, je sais pas, 2 ou 3 euros. Donc, il y a plein de gens qui ont installé ça. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en fait, en répondant à ce test, effectivement, leurs données personnelles de Facebook allaient être aspirées et traitées par Cambridge Analytica, mais en plus de ça, les données de leurs amis Facebook allaient aussi être aspirées. Et les amis, en l'occurrence, eux, ils n'avaient rien demandé. Voilà. À partir de là, sur la base des réponses à ce test et sur la base de tout un tas d'autres critères, Cambridge Analytica a proposé une méthodologie de ciblage publicitaire assez perverse. C'est-à-dire, l'idée, c'était de définir vraiment des profils psychologiques très fins d'utilisateurs dont on estimait, ou dont on savait qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales ou qu'ils étaient encore indécis, et de jouer auprès de ces utilisateurs-là, donc en lien avec l'équipe de campagne de Trump, d'où la polémique, pour clairement essayer d'influencer le vote, ou en tout cas essayer de les convaincre d'aller voter, parce qu'on savait que s'ils se déplaçaient pour aller voter, ils voteraient forcément pour Trump, mais que c'est un électorat qui classiquement ne se déplaçait pas. Alors après, c'est compliqué parce que scientifiquement, on ne peut pas prouver parce que le processus de vote, c'est un processus qui est multifactoriel. Donc, il y a des tas de raisons qui font qu'on peut voter pour tel ou tel candidat, etc. Se déplacer, pas se déplacer. Donc, c'est quasiment impossible de prouver que il y a une causalité directe entre le résultat de l'élection et le rôle qu'a joué Facebook et Cambridge Analytica. Mais s'il n'y a pas de causalité, il y a à minima des corrélations très fortes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus nier que Facebook et Cambridge Analytica n'ont pas du tout
influencer ou jouer sur le vote. Autour de ce scandale, on a redécouvert, entre guillemets, une problématique qui était celle, effectivement, de la formule « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». C'est-à-dire qu'en échange de la gratuité de tous ces services qu'on utilise tous les jours et qui nous rendent effectivement la vie plus facile, faut le dire. Sinon, on ne serait pas 2 milliards à être sur Facebook et à utiliser Google. Le deal derrière, c'est qu'on accepte effectivement, en signant ces fameuses CGU, conditions générales d'utilisation que personne ne lit ou ne comprend, on accepte de donner ou en tout cas de laisser le libre accès à ces sociétés sur l'ensemble de nos données personnelles. Des données personnelles qui sont aussi bien déclaratives et explicites. Quand je remplis ma fiche Facebook, je dis que je suis un homme, que j'ai 46 ans, que je suis marié, que j'ai 2 enfants, etc. Mais aussi des données qui sont, et c'est celles-là qui ont le plus de valeur, des données qui sont non déclaratives et implicites. C'est-à-dire, en traçant l'ensemble de notre activité de navigation, on en apprend beaucoup plus sur nous qu'au travers du petit formulaire où on va dire qu'on vote à gauche, qu'on est plutôt catholique, etc., etc. Et donc ça, effectivement, c'est ça qui sert de base au modèle économique ensuite de toutes ces firmes-là, qui ne vont pas vendre nos données personnelles, parce que très souvent on dit Facebook, Google vend nos données. Ça, c'est interdit par la loi. En fait, Facebook ne peut pas prendre mes données ou les vôtres et dire à un annonceur qui vend des chaussures, tiens, voilà toutes les données de cette personne-là. Par contre, ce que fait le modèle de régie publicitaire, en fait, qui est le modèle de ces firmes-là, consiste à dire bonjour, vous êtes un annonceur, vous vendez des tondeuses à gazon, donc vous cherchez des gens qui viennent d'emménager dans des maisons avec des jardins, qui sont plutôt des nouveaux urbains et qui vivent plutôt en couple. Voilà. Des gens qui viennent d'aménager dans une maison avec jardin, qui sont en couple, on sait statistiquement que 98% d'entre eux, le premier week-end, ils vont passer dans une grande surface et acheter une tondeuse à gazon. Donc le modèle économique de Facebook, c'est de dire à cet annonceur qui vend des tondeuses à gazon, plutôt que d'afficher une publicité à la télé le soir avec des gens où vous ne savez pas derrière s'ils auront ou pas besoin de tondeuses à gazon, moi, je prends votre publicité et je vais aller l'afficher sur des profils dont je sais à 99% qu'ils correspondent exactement à votre cible. Donc du coup, si la pub s'affiche au bon moment sur les bons profils, derrière, vous avez 99% de chances de transformer ça en acte d'achat. Et donc c'est effectivement, pour l'annonceur et pour Facebook, en termes de régie publicitaire, c'est un deal gagnant-gagnant, comme on dit, puisque tout le monde s'y retrouve. Le problème, c'est que, et y compris parfois pour l'utilisateur, puisque après tout, effectivement, je viens de m'emménager, j'ai besoin d'une tondeuse à gazon, je tombe sur une publicité qui m'affiche des réductions ahurissantes sur des tondeuses à gazon, finalement, tout le monde est content, pourrait-on se dire. Alors peut-être, sauf que derrière, effectivement, ce qui se joue, c'est que on met en place des logiques qui sont des logiques de traçabilité pérennes, qui durent. C'est-à-dire que ces données-là sur notre comportement, sur nos besoins, sur nos intentions d'achat, sur nos intentions de sortie, elles sont, par le biais de ces régies publicitaires, partagées avec plein d'annonceurs, de marques ou d'autres plateformes, sans que jamais, à aucun moment, on en ait conscience. Et du coup, on se retrouve parfois dans des... il y a des gens qui s'en aperçoivent pas ou que ça choque pas forcément, mais il y a aussi pas mal de gens qui, le matin ou la veille au soir, ont regardé, je sais pas, sur le site de la Fnac pour acheter une liseuse, là, et puis qui, le lendemain, quand elles ouvrent leur session Facebook, se trouvent inondées, ou quand elles vont sur le site de l'équipe, se trouvent inondées de publicités pour des liseuses à la Fnac. Et là, elles se disent, mais comment l'équipe, journal sportif, où je vais lire uniquement les pages rugby, c'est que j'ai besoin d'une liseuse pour Noël pour mon petit frère. Voilà. Comment Facebook, c'est ça. Et ça, c'est en permanence. Et on peut se dire, finalement, après tout, allez, tant pis, société de consommation, c'est pas très grave, voilà, ça touche à des biens de consommation, pourquoi pas. On ne sait pas comment l'histoire change. C'est-à-dire que ce que l'on fait actuellement, peut-être qu'on n'a rien à se reprocher.
peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, on pourra nous le reprocher. Moi, quand j'envoie un mail à quelqu'un, le mail il est toujours sur mon ordinateur. Les ordinateurs, ça ne fait que copier de l'information, ça ne l'efface très rarement en fait. Et donc, on laisse des traces en permanence. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, visiter je ne sais pas quel site, c'est anodin, c'est pas répréhensible, mais peut-être que demain, peut-être qu'après-demain, ça le sera. Mais le problème, c'est que ça ne touche pas uniquement à des biens de consommation, ça touche à des biens ou à des produits culturels, ça touche à des questions de politique, de sexualité, de religion, d'idéologie, à des débats de société. Bah, les juifs, il fut une époque, ça allait très bien, puis quelques temps après, beaucoup moins. Et du coup, en fait, protéger cette information-là, qui est une information personnelle, et ça a de la valeur. Même en fait, si j'ai rien à cacher, ça ne signifie pas que c'est pas forcément parce que je fais quelque chose de répréhensible. C'est ma vie privée, ça va être j'ai une porte dans mes toilettes, j'ai un rideau de douche. Et pas uniquement parce que j'ai pas envie que l'eau aille n'importe où dans ma salle de bain. On sait qu'en fait les gens, c'est comme ça, on agit différemment quand on se sait surveiller. Et donc, si par exemple je sais que tout ce que j'écris, tout ce que je lis est surveillé, alors du coup en fait je vais me mettre à agir en conséquence. C'est-à-dire que peut-être que je vais pas cliquer sur ce lien, peut-être que je vais pas aller lire ce livre, ou peut-être que je vais pas regarder ce documentaire, parce que on pourrait supposer que on pourrait me reprocher quelque chose. Consulter certains types d'informations, c'est répréhensible. Donc ça veut dire que je dois me méfier quand je clique sur un lien, pas parce que ça pourrait m'influencer, mais parce que ce qu'on pourrait supposer de moi. Et du coup, là, effectivement, on a un modèle publicitaire qui est un modèle publicitaire gangréné par cette collecte massive, permanente et invasive de données personnelles. Je suis partie faire un voyage en vélo par exemple avec mon copain pendant 1 an, on n'avait pas accès à internet. Donc on s'est débrouillé autrement en fait. Et on a beaucoup demandé aux gens, on avait des cartes et on a rencontré un voyageur à vélo qui a beaucoup voyagé, il a été du Japon à l'Angleterre, il a traversé l'Afrique. Et il nous disait qu'il y a quelques années, il voyageait sans GPS, sans smartphone et qu'il était passé au smartphone et que maintenant il ne savait plus comment il avait fait avant pour voyager sans. Et du coup, il se rendait bien compte qu'il y avait une dépendance qui s'était créée et je pense aussi un isolement quelque part parce qu'on se base sur le smartphone, on va chercher les informations sur le smartphone et en fait on se dépossède d'un sens d'orientation ou d'une capacité collective à trouver des réponses et puis même d'une patience, quoi. Si on n'a pas la solution là, tant pis, on fait sans, on se perd ou on ne retrouve pas les gens qu'on devait retrouver, mais c'est la vie, quoi. Il y a aussi un problème de masse et de quantité d'informations. On est face à beaucoup trop d'instantanés et de quantité aujourd'hui sur Internet, avec les réseaux sociaux aussi. Ça arrive, faut qu'on traite en fait un peu toute cette information mentalement. Et on ne sait pas le faire, on ne sait pas filtrer. Le cerveau humain, on ne sait pas encore faire, on le fait mal. Et du coup, aussi, on ne sait pas encore bien utiliser l'outil pour ça. Donc il y a un apprentissage même collectif à faire là-dessus. On dit souvent que à propos d'Internet, du web, on parle souvent d'une économie de l'attention. C'est-à-dire, on dit la ressource naturelle la plus rare et donc la plus chère, c'est le fameux temps de cerveau disponible, c'est le temps d'attention qu'un individu, qu'un internaute a à passer sur un certain nombre de sites. Parce qu'il y a une multiplication des sollicitations informationnelles et que donc dans cette immensité, le gagnant sera le site qui aura réussi à garder notre attention le plus longtemps possible. C'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, quoi, la dépendance. Et donc, c'est comme pour tout type d'addiction, on va dire, mais moi pas du tout, je peux très bien me passer d'Internet, pour tant de temps j'utilise juste parce que c'est mon choix de l'utiliser. Et au bout d'un moment, c'est plus un choix, c'est devenu une obligation. Et je pense qu'il ne faut pas se dire, et donc c'est comme pour la pub, on peut se dire mais moi ça ne me touche pas du tout de voir ces pubs, je ne vais jamais acheter tel produit, alors qu'en réalité si ça existe de manière aussi massive, c'est bien parce que ça a un impact, et même sur nous et inconscient. Et là je pense que c'est pareil, quoi. Cette facilité d'accès à tout un tas de services censés être pour nous aider, en réalité ils nous dépossèdent et ils font que on ne peut plus vivre sans, quoi. Et puis on installe des habitudes.
il y a un truc qui est très fort, et ça c'était bien avant les réseaux sociaux et Internet, c'est que l'être humain est un individu qui est pétri, les sociologues appellent ça d'habitus, donc d'habitude. Quand on fabrique une habitude, c'est très compliqué de la défabriquer ensuite, de la déconstruire. Et quand les gens ont pris l'habitude de faire leur revue de presse sur Google, de lire des articles du Monde sur Mediapart, de lire des articles du Monde ou de Mediapart sur Facebook, ils ne vont plus sur le site de Mediapart, ils ne vont plus sur le site du Monde. En tout cas, pour y aller, ça leur demande un effort intellectuel, un effort cognitif important. Et ça n'a l'air de rien, mais on est tous et toutes des paresseux cognitifs. C'est-à-dire on va toujours à l'évidence vers le plus facile, vers le plus court et vers le plus direct. Et comme on passe à peu près tous et toutes, en moyenne 1 heure par jour sur Facebook, le plus simple, le plus direct, c'est de regarder, de faire sa revue de presse sur Facebook. Où sont les sources? Essayer de remonter un petit peu le chemin des choses quand on lit des informations en ligne, essayer de ne pas juste croire ce qui nous plaît. Mais le problème, c'est que si on fait sa revue de presse sur Facebook, on ne voit que ce que Facebook veut bien nous montrer. Et donc on retombe sur le débat de tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de ces sites-là, de ces plateformes à tordre la réalité pour fabriquer de l'opinion, pour fabriquer des budgets publicitaires, pour fabriquer du pulsionnel, c'est-à-dire des envies non rationnelles par définition, mais qui posent tout un tas de soucis. Il faudrait l'implication, je pense, de l'administration, de l'État, pour que ça, les jeunes à l'école, ils aient une éducation par rapport à ça. Malheureusement, là aussi, les directions qui sont prises ne sont pas les bonnes. En général, il y a des écoles où on requiert que les jeunes aient un compte Gmail, par exemple. J'ai vu ça passer il y a quelques temps. Ce qui est absolument catastrophique. Donc malheureusement, comme même les formateurs, les enseignants ne sont pas forcément compétents, pas forcément faire les bons choix, qu'au niveau du gouvernement, on accepte par exemple de faire des contrats avec Microsoft pour que Microsoft soit imposé dans les écoles. Tout ça va dans des directions qui sont extrêmement mauvaises. Alors, moi, l'idée, elle est double. La première, c'est que, comme dans enseignant-chercheur, il y a enseignant, du coup, je crois effectivement beaucoup aux vertus de l'éducation. Et je crois que, de la même manière que pour la télévision, par exemple, on va progressivement arriver à une éducation au numérique qui permettra à chacun et chacune de pouvoir se mettre à la bonne distance des outils qu'il utilise. Il ne faut jamais oublier, parce qu'on a souvent un discours, et moi le premier, très, très militant, très pugnace, très énervé parfois, sur ces enjeux-là. Google a été créé en 1998, Facebook en 2004, Twitter en 2006 ou 2007. Donc c'est des outils qui, à l'échelle de l'histoire des médias, sont très 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 jeunes. Et du coup, quand on fait de la sociologie au travers des âges farouches, on s'aperçoit qu'avant d'avoir un discours vraiment construit sur des médias, il faut du temps. Parce que forcément, quand un média s'installe, il y a des dérives, mais il y a ensuite des effets de régulation. Donc là, il y a une espèce de vent de panique légitime, parce que ces sites-là font objectivement n'importe quoi, mais il y a aussi des éléments de régulation qui arrivent progressivement. Donc moi, je crois que petit à petit, on va arriver à mettre en place, ça se fait déjà, mais une éducation à ce genre de médias qui permettra ensuite de former des citoyens éclairés. Après, il y a mon autre credo, c'est le discours de la Boétie sur les données, sur la servitude volontaire. C'est-à-dire que il y a eu un temps où on n'avait pas suffisamment d'éléments d'explication ou d'explicitation clairs sur la manière dont fonctionnaient ces plateformes et sur les enjeux que ça mobilisait pour la démocratie, les élections, la consommation, etc. etc. Aujourd'hui, ces éléments de contexte, on les a. On sait, même si on n'est pas un spécialiste du numérique, qu'on a compris pourquoi les services restaient gratuits. Parce que derrière, il y a des données personnelles et de la publicité ciblée. On sait que dans les CGU qu'on signe, même si on ne les comprend pas, même si on ne les lit pas, on sait qu'il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres. Il y a plein de trucs encore à faire. Donc là, pour l'instant, c'est un peu la surface, puis je découvre cet univers et le vocabulaire. Mais oui, par exemple, j'ai Facebook. Parce que notamment, j'ai des contacts dans d'autres pays. Enfin, ça me permet de garder ce lien-là. J'ai aussi un compte Twitter, même si je ne suis pas très active. Un compte LinkedIn aussi. Après, j'en ai une utilisation assez réduite, quoi.
Mais on peut aussi essayer d'avoir une utilisation raisonnée de ces outils. C'est-à-dire les prendre pour ce qu'ils sont, des outils qui facilitent le contact avec, bah oui, effectivement, pour parler avec ses enfants en stage à l'autre bout du monde. Facebook, c'est très pratique, Skype, ça marche bien. Pour prendre le pouls du monde ou s'informer sur un débat en cours, Twitter, ça rend des services merveilleux. Mais à côté de ça, on peut avoir un usage, ouais, encore une fois, raisonnable de ces outils-là, c'est-à-dire être vérifié de manière assez simple qu'on a posé un certain nombre de limites, parce que ça aussi aujourd'hui c'est nouveau, ces outils-là, sous la pression de l'opinion, sous la pression des États, de la législation, il y a d'autres outils qui existent, qui peuvent s'installer et qui permettent de limiter, entre guillemets, les dégâts ou l'étendue de la collecte de données. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas être trop moralisant par rapport à ces questions avec le bien et le mal et les gens pour Facebook c'est mal. Enfin, on risque de s'aliéner pas mal de personnes, mais de chacun aller à son rythme, quoi. Il y a un certain nombre de plugins qu'on peut mettre dans les navigateurs qui anonymisent la connexion. Des bloqueurs de pub, bloqueurs de tracker. Ça, c'est les premières choses qui sont faciles en fait à installer. C'est-à-dire on a juste une petite extension à installer sur son navigateur internet, par exemple uBlock Origin, qui va permettre par exemple de bloquer toutes les pubs. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, ce qu'on explique, bah, c'est voilà, qu'est-ce qui est aussi important, c'est d'avoir des bons mots de passe. Un bon mot de passe, c'est quelque chose qui est long, qui est compliqué. Et puis en plus, il en faut un différent pour chaque site. Du coup, c'est très casse-pied à retenir. Donc à la place, on va utiliser ce qui s'appelle un gestionnaire de mots de passe. C'est comme un trousseau de clés, mais pour nos mots de passe. Et donc ça va être un petit logiciel qui va nous créer une base de données de mots de passe dans lequel on va avoir tous nos mots de passe qui vont être sauvegardés dedans. Et en fait, cette base de données, elle est chiffrée et on y accède via un mot de passe. Et l'idée, c'est de se dire, ce mot de passe-là qu'on utilise pour accéder à notre base de données de mots de passe, c'est le dernier mot de passe qu'on apprend. Et c'est le seul après qu'on a besoin de connaître parce que tous les autres sont dedans. Après, on va expliquer comment chiffrer ces communications, comment faire du chiffrement. Donc, pourquoi est-ce que le chiffrement c'est important? Qu'est-ce qu'on peut chiffrer? On va chiffrer les communications, mais on va aussi chiffrer les fichiers, par exemple les clés USB ou son ordinateur portable. Comment est-ce qu'on va faire pour chiffrer ses mails, ses SMS, ses appels, des appels vidéo? En gros, le chiffrement, ça signifie on a de l'information, on va la transformer de telle manière à ce que seules les personnes qui ont la clé de déchiffrement, qui ont une clé, qui vont être capables d'accéder à cette information. Donc, par exemple, ça signifie que je vais pouvoir chiffrer des données sur une clé USB. Comme ça, si jamais je perds ma clé USB ou qu'on me la vole, bah, j'ai perdu une clé USB. C'est embêtant. Par contre, les données qui sont dessus, par exemple, je sais pas moi, les données de la compta de ma boîte, ou alors je suis un médecin, ça va être mes fiches patients, et ben au moins ces données-là, elles sont pas dans la nature. Ça va être le chiffrement de fichiers. Il y a, par exemple, on parle aussi de chiffrement de disque, c'est-à-dire mon ordinateur portable, je vais le chiffrer, comme ça, pareil, on me le vole ou je le perds. Les données, elles sont pas là. J'ai perdu le matériel, mais j'ai pas laissé fuiter mes données. On peut aussi chiffrer des smartphones. Maintenant, la plupart les dernières versions d'Android et d'iOS chiffrent par défaut. Il va y avoir deux types de chiffrement pour les communications. Ça va être par exemple, j'accède au site de ma banque. On m'a bien expliqué qu'il fallait que je me connecte en HTTPS. Donc j'ai le petit cadenas vert qui apparaît en haut. Ça, c'est parce que mes communications sont chiffrées. Ça signifie qu'en fait, entre mon ordinateur et le site de ma banque, les données sont chiffrées. Et donc, les intermédiaires techniques qui se trouvent au milieu n'ont pas accès aux données. Donc les intermédiaires techniques, qu'est-ce que c'est? Ça va être mon fournisseur d'accès Internet. Donc mon fournisseur d'accès Internet sait que je me connecte au site de ma banque, mais il n'est pas en capacité de savoir quel est mon numéro de compte, quel est le contenu de mon compte bancaire, quel est mon mot de passe pour accéder à mon compte, etc. Il n'a pas accès à ces informations-là. Cette forme de chiffrement, c'est important parce que quand on dit fournisseur d'accès Internet, on pense Orange, mais en fait, je me connecte au Wi-Fi du bar du coin. Mon fournisseur d'accès Internet, c'est le bar. C'est l'administrateur de la box. Donc, s'il est un petit peu technique et qu'il est malfaisant, il peut observer tout ce qui se passe sur son réseau. Et du coup, si jamais j'avais pas de chiffrement, il pourrait connaître mon numéro de compte et le contenu de mon compte et faire des virements, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrement en transit. Ça va être les données qui vont transiter de mon appareil, donc de mon smartphone ou de mon PC, jusqu'à un service.
Par contre, il y a un autre type de chiffrement qui s'appelle le chiffrement de bout en bout. Et ça va être lorsqu'on va vouloir communiquer avec une personne. C'est-à-dire que moi, si je t'envoie un mail, mon objectif quand je t'envoie un mail, c'est que ça soit toi qui puisses le lire. Maintenant, comment ça se passe techniquement quand j'envoie un mail? Supposons que j'ai une adresse chez Gmail, et toi aussi. Moi, j'envoie mon mail à Gmail, Gmail à mon mail. Ensuite, il sait que toi, quand tu viens consulter tes mails, tu vas ensuite lire le mail. Mais Gmail a accès à ton mail. Maintenant, supposons que moi, j'ai mon adresse chez Gmail, et toi, tu es chez La Poste. Alors, comment ça se passe? Moi, j'envoie mon mail à Gmail. Gmail voit que le destinataire ou la destinatrice, c'est La Poste, donc mon mail est envoyé à La Poste, et toi, quand tu te connectes à La Poste, tu peux lire ton mail. Donc maintenant, qui est-ce qui a pu lire le mail? Il y a moi, toi, Gmail et La Poste. Le chiffrement de bout en bout, ça signifie, moi, je vais envoyer le mail, par contre, je vais le mettre dans une enveloppe. C'est la métaphore du chiffrement. Je vais donner cette enveloppe à Gmail. Gmail va voir, ok, ça vient d'Emeraude, c'est à destination de machin @La Poste, donc moi j'envoie ça à La Poste. Toi tu te connectes, tu récupères l'enveloppe, et toi seul es en capacité de déchiffrer le message et donc d'ouvrir l'enveloppe. C'est-à-dire que quand on envoie un mail qui ne serait pas chiffré, la métaphore c'est une carte postale. C'est-à-dire que quand j'envoie une carte postale, mon facteur, tout le monde au centre de tri est capable de lire ma carte postale. Maintenant, ça, on parle vraiment de ça pour toutes les communications. C'est-à-dire que si on communique, par exemple, via la messagerie de Facebook, moi, ma connexion, elle est sécurisée jusqu'à Facebook. Toi, ta connexion, elle est sécurisée jusqu'à Facebook. Tu as utilisé ton login et ton mot de passe. Maintenant, on utilise le service de Facebook, donc Facebook, c'est ce que l'on se raconte. Donc, pareil, il y a d'autres outils qui permettent de communiquer en chiffré. Nous, par exemple, on préconise Signal pour faire du chiffrement qui passe par Internet et du chiffrement de bout en bout. Il y a aussi moyen de chiffrer ses SMS, parce que c'est pareil en fait, quand on envoie un SMS, bah, ça passe par le réseau de l'opérateur. C'est pas Internet, ça s'appelle du GSM, mais c'est le même principe. Donc il y a moyen de chiffrer ses SMS pour que l'opérateur, bah, il sait que je t'envoie un message, mais il va pas savoir quel est le contenu de ce message. Donc voilà un petit peu les trois types de chiffrement. Il y a le chiffrement de fichiers, chiffrement ce qui s'appelle en transit, donc jusqu'à un service, et chiffrement de bout en bout, c'est quand on veut discuter ensemble, sans que tous les intermédiaires techniques, quels qu'ils soient, aient accès aux communications. Et puis il y a de plus en plus quand même aussi ce mouvement qu'on appelle le mouvement de l'open source, qui s'étend et qui ne se limite plus à la question du logiciel, mais qui contamine, et c'est tant mieux, la question aussi des modes de connexion. Aujourd'hui, on a des fournisseurs d'accès, autres que les géants qu'on connaît, autres d'ailleurs aussi que les mêmes firmes, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, Google est aussi un fournisseur d'accès. C'est pas juste un moteur de recherche, le propriétaire de YouTube, mais c'est aussi quelqu'un qui a de la fibre, qui installe de la fibre, et donc il y a des quartiers aux États-Unis avec plusieurs dizaines de milliers, voire de millions de personnes qui utilisent Google tous les jours, utilisent Gmail tous les jours, utilisent YouTube tous les jours avec les tuyaux et l'infrastructure technique de Google. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une espèce de monde orwellien qu'il faut en tout cas signaler et questionner. Et donc on a de plus en plus, je disais, d'initiatives qui viennent du monde du libre au départ et qui proposent dès la connexion jusqu'à la navigation de mettre en place des outils respectueux, encore une fois, de nos données, de notre vie privée, et qui vont nous donner la garantie que nos données ne seront pas sur des serveurs de Microsoft, de Google, d'Amazon ou ailleurs. La brique Internet, c'est pour faire ce qui s'appelle s'auto-héberger. Donc, quand on parle de données personnelles, on parle de chiffrement, et après, il y a aussi savoir où est-ce que les données sont stockées. Donc, ça peut être dans le cloud, mais comme dit le dicton, le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc en fait, si par exemple j'ai mon carnet de contact ou mon agenda, si je mets ça, si c'est via Google par exemple, ça veut dire que c'est Google qui a mon carnet de contact et qui a mon agenda. Et donc l'idée, ça va être de dire, bah, je fais pas confiance à Google, par contre je fais confiance à Framasoft pour pas faire n'importe quoi avec mes données. Et il y a l'autre solution qui est de dire, bah non en fait, moi j'ai pas envie de faire confiance à quelqu'un pour mon agenda, donc je vais le faire moi-même. Donc le faire moi-même, ça veut dire que je vais avoir besoin de ce qui s'appelle un serveur. Un serveur, c'est simplement un ordinateur qui héberge des services.
Et donc la brique Internet, en fait, c'est un petit serveur, à peu près la taille d'une brique, et qui en fait permet d'héberger tout un tas de services et qui permet de les héberger chez soi. Donc pour ça, on a besoin de ce qui s'appelle, c'est un peu technique, mais on a besoin de ce qui s'appelle une adresse IP publique. Et donc, une brique Internet, ça va être la combinaison d'un petit appareil avec une distribution Linux qui va nous permettre d'administrer et d'installer tout un tas de services et un service VPN chez un fournisseur d'accès, si possible de confiance, donc associatif, qui va nous fournir une adresse IP publique. Et donc ça va nous permettre par exemple d'héberger nos agendas, du partage de fichiers, des mails, sur un petit dispositif qu'on va pouvoir toujours avoir chez soi ou avec soi. Parce que l'autre avantage du VPN, c'est qu'on est mobile. C'est-à-dire que, supposons que je déménage, je débranche ma brique, je la rebranche chez mon nouveau chez moi avec mon nouvel abonnement Internet, mais c'est pas grave parce qu'en fait, comme ma brique se connecte à Internet avec mon VPN, tout continue de fonctionner. Et donc la brique, ça permet en fait d'héberger des services et le système qui est dessus, c'est une distribution Linux avec une petite couche qui s'appelle YunoHost et qui permet d'administrer ces services et de les installer via une interface web. Donc l'objectif, c'est de faciliter en fait la maintenance et l'administration de services pour ne pas avoir à trop bidouiller. Alors un chaton, c'est... alors j'ai plus l'anagramme complet de chaton, mais c'est un projet qui a été orienté par Framasoft suite au projet des Googlisons Internet. Et Framasoft a très bien fait comprendre qu'ils n'étaient pas là pour recentraliser ce qui serait décentralisé des GAFAM, donc des Google, etc. Donc eux proposent des hébergements d'un certain nombre d'applications, mais ils ne sont pas là pour le proposer pour tout le monde. Et donc ils ont créé le projet Chaton en disant maintenant c'est aux collectifs locaux de prendre ce projet en main et de proposer l'hébergement en local de leurs applications, que ce soit une application pour faire du partage de documents, pour faire du traitement de documents collaboratifs ou des choses comme ça. Et donc ils ont établi une certaine charte, donc la charte des chatons, en disant voilà, il faut faire ça comme ça, ou vous pouvez le faire comme vous voulez, mais pour pouvoir faire partie du collectif, il faut respecter un certain nombre de prérogatives. Il y a Duchesse sur Nantes, et il y en a un autre à Rezé, je sais plus son nom, mais qui est en cours de montage. Donc Duchesse, c'est fait par des gens qui sont à fait maison et qui sont autour de fait maison. Alors un VPN, ça signifie Virtual Private Network, donc réseau privé virtuel. Et alors l'objectif d'un VPN, ça va être de... alors ça a plusieurs objectifs. Là, dans le cadre de la brique, ça va être de dire la brique est connectée à Internet. Par exemple, moi je suis chez Free, donc ma connexion Internet c'est chez Free, donc ma brique est connectée à Internet via Free. Mais en fait, elle va créer un tuyau virtuel jusqu'à par exemple le serveur VPN de fait maison. Et ensuite, elle accédera à Internet. Et donc ça permet de faire croire à tout le reste d'Internet que je suis connecté via mon adresse IP qui est mon adresse IP fait maison, plutôt que l'adresse IP de Free. Un autre usage du VPN, ça va être de chiffrer tout son trafic. Et donc ça, c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure, lorsque je suis connecté au Wi-Fi dans un bar, mon fournisseur d'accès à Internet, c'est le bar. Si j'ai pas envie, je fais juste pas confiance au bar pour être mon fournisseur d'accès à Internet et du coup pour ne pas regarder ce que je fais, à la plage, je vais me connecter à Internet via le bar et ensuite je vais me connecter à mon VPN. Et en fait, c'est mon VPN qui va me connecter à Internet. Ça va monter tout en chiffré jusqu'à fait maison. Et comme ça, la seule chose que va voir mon fournisseur d'accès à Internet, donc le bar, ça va être une connexion chiffrée de mon ordinateur ou de mon téléphone portable jusqu'à fait maison. Et il est incapable de savoir quel site j'ai visité, par exemple. Après, on peut passer sur des niveaux de technique un petit peu plus importants en passant par des réseaux Tor, donc des réseaux qui sont anonymisés. Et après, il y a un certain nombre de distributions. Donc il y a une distribution par exemple comme Tail, T-A-I-L-S, qui est une distribution qui anonymise votre utilisation quotidienne de l'Internet. Et on a un autre atelier où là on vient parler plus spécifiquement des smartphones, et en particulier les smartphones sous Android. Et parce que les smartphones c'est un truc super, on installe plein d'applications. Et en fait, il y a beaucoup d'applications qui embarquent ce qu'on appelle des trackers. C'est des petits bouts de logiciels qui sont installés avec l'application
et qui vont en fait envoyer tout un tas d'informations à des régies publicitaires. Ce qui se passe, c'est que nous, quand on installe l'application Météo France sur notre smartphone, l'application, au moment de s'installer, elle nous dit est-ce que j'ai le droit d'accéder à tes coordonnées GPS? Nous, on répond oui, parce qu'on se dit application météo, c'est parce que comme ça, quand je lance l'application, elle me dit écoute, dans 3 heures, il va pleuvoir sur ta tête. En fait, non, ça fait ça, mais ça permet aussi d'envoyer nos coordonnées GPS en temps réel à une régie publicitaire. Et donc, il y a une association qui s'appelle Exodus Privacy qui s'est montée en novembre dernier, qui traque et qui liste en fait tous les trackers qui se trouvent dans les applications smartphone. Donc c'est pas toujours évident, je dirais qu'on n'est pas anonyme à 100% quand on navigue sur Internet, mais on peut déjà essayer d'éviter d'envoyer un certain nombre de données par défaut, donc en mettant des petits plugins dans les navigateurs. Il y a certaines restrictions qui tendent à nous être imposées en termes d'utilisation aujourd'hui, qui sont des restrictions a priori et qui sont absolument injustifiées. Avec l'utopie libertaire ou libertarienne un petit peu qui est derrière le web au départ, il y a vraiment cette idée d'une émancipation à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire s'affranchir d'un certain nombre de cadres et permettre à chacun, pour le meilleur et pour le pire aussi d'ailleurs, de dire ce qu'il a envie de faire, voilà. Enfin, de dire ce qu'il a envie de dire plus exactement, et de le faire sans qu'aucune règle, norme ou contrainte ne vienne peser sur lui. Peu importe qui tu es, tu as le droit de comprendre, tu as le droit d'accéder, tu as le droit de savoir comment ça marche. Même si tu es réfugié, que tu n'as pas d'argent, que tu squattes dehors, que tu parles pas français, tout ça, ça devrait pas, idéalement c'est pareil, hein, c'est utopique, mais tout ça, ça devrait pas être une barrière. Donc on essaye toujours de se diriger petit à petit, c'est toujours beaucoup de travail, mais de se diriger vers ça. Il y a un texte qui est important dans cette culture des pionniers, c'est la Déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, où il explique, il s'adresse au gouvernement du monde industriel, ça démarre comme ça, sa déclaration qui est très, très lyrique, et il dit nous, habitants du cyberespace, nous n'avons pas de règles, nous refusons l'ensemble de vos lois, de vos normes, de vos notions de propriété, etc., etc. Donc il y a cette espèce de refus qui vient, si on fait un petit peu d'anthropologie de la culture hippie des années 60 aux États-Unis, parce que c'est toujours les mêmes, enfin en tout cas ceux qui ont contribué à inventer Internet, le web, etc., sont des gens qui étaient à moitié hippies et à moitié entrepreneurs, hein, puisqu'on a souvent de la culture hippie une vision caricaturale. Aux États-Unis, c'est des gens qui effectivement vivaient en communauté, mais qui à côté de ça allaient bosser, inventer des outils, ont développé les premiers ordinateurs et ainsi de suite. Et du coup, au départ, le web, c'est cette utopie, c'est cette idée de s'affranchir de toutes les règles. Et progressivement, en effet, ce qui se met en place, c'est que cet espace qui était un espace d'émancipation devient un espace d'interdiction. Voilà, aujourd'hui, il est plus facile de dresser la liste de ce qu'on ne peut pas faire alors j'allais dire sur le web, mais sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, que la liste de ce que le web a rendu possible. Il y a beaucoup d'initiatives justement pour inciter les gens à utiliser d'autres logiciels, donc que ce soit des initiatives comme des Googlisons Internet de Framasoft qui présentent un certain nombre de logiciels qui permettent de se passer des logiciels des GAFA, mais pas que. Ici, on est dans un appartement, on est chez quelqu'un. En étant chez quelqu'un, j'accepte les règles qui sont fixées par la personne chez qui je suis. Le problème ou la question qui se pose, c'est à partir du moment où il y a 2 milliards d'individus qui sont réunis chez quelqu'un, chez Facebook, est-ce qu'on est encore vraiment dans quelque chose qui est un espace privé, une plateforme privée, ou est-ce qu'on ne touche pas presque obligatoirement à un espace qui devient public, ou en tout cas qui a un pied dans la vie publique. Est-ce qu'on peut avoir une protection à 100% ? Je
pense pas. Je pense qu'on peut, voilà, on peut se donner des limites en se disant, ça, j'accepte effectivement de le partager, de le faire connaître à tout le monde, mais il y a un certain nombre de choses que je garde pour moi. Et à partir de là, si on accepte que Facebook n'est pas uniquement une plateforme privée, mais que par les enjeux, par l'impact qu'il a sur notre vie sociale, sur la politique, etc., il relève aussi de logique publique, eh ben, il faut se poser la question de la régulation. Il faut se poser la question de est-ce que Facebook est le seul vraiment à pouvoir fixer les règles qui valent à l'intérieur de sa plateforme, ou est-ce que, comme il est avéré qu'il a un impact sur les élections, sur un certain nombre de débats de société, qu'il est en capacité de manipuler l'opinion, est-ce qu'il ne faut pas revenir à des principes de régulation qu'on pourrait lui imposer par la loi ou par d'autres biais? J'ai vu cette évolution où sur les années 2000, on avait du mal on en parlait, on parlait de Linux, on parlait des logiciels libres, mais on avait du mal à en parler parce que déjà l'installation était compliquée, qu'il y avait un certain nombre de choses à faire. Ensuite, on a vu l'arrivée des distributions comme Ubuntu qui ont facilité l'installation, donc qui ont facilité ce pas pour passer à Linux. Et maintenant, on voit effectivement les gens qui se posent la question, sur leurs données, sur l'utilisation, et donc je pense que c'est très positif. Oui. J'ai tendance à penser que c'est un peu la seule solution. C'est-à-dire que on n'atteindra jamais l'utopie, c'est le principe. Mais soit on va vers... Il n'y a pas vraiment de terrain neutre. C'est-à-dire que soit on se bat pour se diriger vers ça, et donc on promeut certaines valeurs d'ouverture, soit on va se diriger dans l'autre sens, mais il n'y aura pas un juste milieu. Donc de toute façon, il faut aller dans, entre guillemets, le bon sens. On voit arriver des gens dans l'association qui arrivent avec leur PC avec un Linux déjà installé. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la démarche de leur dire faut installer Linux, ils arrivent déjà avec Linux installé sur leur PC et ils nous demandent après de les accompagner pour divers sujets, pour approfondir un petit peu, pour se former dessus. On n'a pas toujours fonctionné avec smartphone, c'est pas une fatalité, quoi. En fait, on se rend compte que l'Europe, c'est nous, en fait. Donc moi, je suis quelqu'un, je suis européen, non pas parce que je défends corps et âme les institutions telles qu'elles sont actuellement, mais parce que avec des gens d'Allemagne, d'Espagne, de Belgique, de Pologne, de Grande-Bretagne, de partout en fait en Europe, on se rassemble des fois et on se bat ensemble pour les mêmes choses avec nos langues, nos cultures différentes, en galérant des fois pour se comprendre parce que l'anglais des fois il accroche un peu, mais c'est ça, oui c'est ça, l'Europe c'est ça aussi, on se bat ensemble en fait avec les cultures différentes mais pour des valeurs qui sont en fait les mêmes à chaque endroit. Et du coup, c'est très très important d'avoir conscience qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Ça donne de l'énergie aussi. Quand je vais à Bruxelles et qu'il y a une petite conférence ou un événement et que je vois des gens de partout qui arrivent, qui sont dans des organisations, qui produisent des rapports qui sont très intéressants. On peut partager le savoir comme ça entre nous, d'un pays à l'autre. C'est génial, c'est enthousiasmant. Ça donne une énergie folle. Ça permet de voir que loin, il y a des gens qui font la même chose en quelque sorte, et puis on peut rapporter ça dans nos contrées locales en quelque sorte, et puis en faire profiter les uns les autres. C'est génial. Ce côté européen, il est extrêmement important. On sait comment ça se passe, on a compris en gros les enjeux, et on a aujourd'hui les moyens techniques soit de changer d'outils, soit d'utiliser ces outils, mais en essayant de limiter la casse. Donc globalement, on va dire qu'on va essayer de rester optimiste et vigilant.